Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler du Paris Saint-Germain. Mais juste avant, forcément vous l'avez remarqué, il n'y a pas le décor habituel. Je suis actuellement en vacances en Grèce, repos bien mérité. Mais voilà, je vais quand même essayer de vous couvrir un petit peu les actualités mercato. Mais juste, il n'y aura pas le fond habituel et peut-être que le setup sera un peu plus compliqué. Mais normalement, tout est bon, j'ai tout mon matériel. Là, on va parler du Paris Saint-Germain, du cas Donnarumma qui devrait s'en aller. Effectivement, le gardien italien ne serait pas content des offres de prolongation soumises par Luis Campos. Alors, on reviendra un petit peu sur ce dossier parce qu'il est particulier. On parlera également du remplaçant qui a été ciblé par le Paris Saint-Germain et apparemment c'est quasiment fait. On parlera de Ilia Zabarni, l'éternel dossier Zabarni qui cette fois-ci semble avoir trouvé une solution grâce à l'entrée dans le dossier de Nasser Al-Khelaifi. Et on parlera de deux autres cas. Alors, il y en a un qui a été ciblé par le PSG dernièrement, mais où on n'a pas d'infos extrêmement concrètes. Et il y en a un où il n'y a pas d'infos. Mais j'ai envie d'y croire. Donc on en parlera et on reviendra évidemment sur les départs qui sont en train d'être faits du côté de Luis Campos, qui est en train de gérer tous les départs des joueurs qui reviennent de prêt, mais également de certains indésirables. Donc les amis, juste avant de commencer cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir et ça ferait extrêmement plaisir. Donc, on va parler de ce fameux cas Donnarumma. Alors, Donnarumma réalise une saison énorme avec le Paris Saint-Germain, mais surtout 6 très bons derniers mois. Aujourd'hui, il est évalué à 40 millions d'euros selon Transfermarkt. Ça me semble assez honnête, même si on parle d'un gardien qui, pour moi, on a vu que sa valeur marchande la plus élevée, c'était 65 millions d'euros. Pour moi, on devrait être dans cette somme. Malheureusement, ce sera plutôt autour de 40 millions d'euros s'il y a vente. Les clubs qui se sont positionnés sont Manchester City, Manchester United, ainsi que Galatasaray qui semble être en pole position pour le récupérer. Je vous avoue que si signe à Galatasaray, je serais personnellement très déçu. J'aurais aimé le conserver, mais c'est vrai que les offres de prolongation sont un petit peu particulières, puisque Donnarumma est actuellement payé à 10 millions d'euros annuels. Donc on se dit que ça fait quand même pas mal, mais qu'au vu de ses performances, il pourrait mériter d'être payé plus cher. Quand on sait que Milan Skriniar, qui est un indésirable, est payé autour de 16 millions d'euros annuels, on peut se dire qu'on pourrait augmenter Donnarumma. Sauf que Luis Campos, il propose comme d'habitude son type de contrat habituel, c'est-à-dire un salaire qui ne bouge pas et ensuite des primes qui permettraient d'arrondir le salaire. Ces primes sont liées sur la performance mais également sur le temps de jeu et d'ailleurs avant tout sur le temps de jeu. Sauf que notre cher ami Donnarumma, Luis Campos lui a proposé 7 millions plus 3 annuels. Donc si vous faites le calcul, on est à 10 millions d'euros. Donc Donnarumma ne voit aucune augmentation et en plus de ça, s'il y a blessure, s'il y a contre-performance, qu'il joue moins, si autre facteur, du coup il sera payé moins cher qu'il ne l'est actuellement. Sauf que au vu de ses performances et au vu du statut qu'il a acquis cette saison, je peux personnellement le comprendre, il est un petit peu lésé. Personnellement, j'aurais demandé à Luis Campos d'augmenter son offre, de grimper peut-être à 10 plus 3 ou à 11 plus 4. Personnellement, c'est ce que j'aurais demandé à Luis Campos. Que Donnarumma, pour moi, c'est un cadre du club. C'est un joueur qui a démontré un énorme niveau. Maintenant, je sais que c'est un argument qui n'a pas forcément été beaucoup évoqué dans la presse, mais Donnarumma, c'est un joueur qui élève son niveau de jeu quand c'est le début de quelque chose, mais également quand c'est la fin de quelque chose. Là, c'était la fin de son contrat, il voulait absolument chercher sa prolongation, il espérait un pont d'or qu'il n'a pas. Donc, si c'est pour signer Donnarumma sur 5 ans en lui proposant 15 millions d'euros annuels comme l'est payé par exemple Thibaut Courtois du côté du Real Madrid et qu'il nous pond 5 années absolument bousesques ou alors 4 saisons compliquées et la dernière saison il se réveille comme par magie, vous voyez que c'est pas forcément le pari qu'il faut faire. Et surtout, nous on veut des joueurs qui veulent rester au Paris Saint-Germain, peu importe les modalités du contrat. Maintenant, il est quand même chez Mino Raiola. Alors Mino Raiola malheureusement nous a quittés si je ne me trompe pas, mais c'est quand même une agence qui est très bonne, qui est très réputée. On va pas me faire croire qu'il n'a pas tenté des négociations pour quelque chose de plus élevé. Et je pense que s'il explique à Luis Campos qu'il a dorénavant un statut bien plus élevé et qu'il mérite un salaire plus élevé,
Bah voilà, après il faut dire qu'effectivement, pour moi personnellement, vous allez me dire que bah voilà, les footballeurs sont payés très cher et tout, pour ceux qui regardent pas tellement le foot, mais la prolongation, la proposition, je la trouve un petit peu insultante. On parle d'un joueur qui face à Aston Villa nous qualifie, face à Liverpool nous qualifie, qui face à Arsenal nous sort des performances sensationnelles, qui malheureusement en Coupe du Monde des clubs on l'a pas vraiment vu, mais il nous a quand même fait des beaux arrêts, surtout face au Bayern Munich. Ce serait quand même dommage de lui proposer un salaire revu à la baisse en plus, parce que 7 millions qui ne bougent pas et 3 millions qui bougent, bah ça fait moins de 10 millions, je suis désolé. Alors non, ça fait 10 millions si vous additionnez, mais vous m'avez compris, s'il n'atteint pas tous ses objectifs, bah il ne touche pas toutes ses primes. Donc en fait, c'est comme si son salaire était revu à la baisse. Donc personnellement, je comprends Donnarumma, mais si tu veux le vendre, si Donnarumma veut s'en aller, eh bien il lui faut un remplaçant. Et ce remplaçant, ça pourrait être Lucas Chevalier. Alors personnellement, j'aime beaucoup de joueurs. C'est un gardien français d'1m89, même si on sait, bah, pour ceux qui ont regardé la vidéo de Willou, qui parlait des gardiens, des meilleurs gardiens d'Europe, Lucas Chevalier, ça peut être 1m89, comme 1m87, comme 1m91. En fait, sa taille change un petit peu tout le temps, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Il a 23 ans, donc c'est très très jeune pour un gardien de but. Il est né à Calais, donc c'est un gardien vraiment 100% français. Il a été plusieurs fois appelé dans la liste de Didier Deschamps, 2 fois précisément. Enfin 2 ou 3 fois, même s'il n'a pas joué de match, j'aurais bien aimé le voir quand même une fois. Il est aujourd'hui évalué à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Et il est surtout en contrat jusqu'en juin 2027. Donc le PSG n'a pas tant d'années de contrat à racheter. Et surtout, le prix de vente exigé par le LOSC serait autour de 40 millions d'euros, ce qui correspond très bien avec une potentielle vente de Donnarumma. Au final, le PSG ne perdrait pas vraiment d'argent dans ça. On parle également du gardien qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1, donc meilleur gardien du championnat. C'est un droitier, il est sur la pente ascendante, il a réalisé une saison énorme avec Lille cette année. Il a également fait partie du groupe qui est élu champion de France, voilà, qui avait gagné la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, en 2021. Il était dans le groupe, il n'était pas titulaire, c'était Mike Maignan, mais n'empêche qu'il faisait partie du groupe. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui a joué maintenant pas mal de saisons en Ligue 1 en tant que titulaire du côté du LOSC, donc il a beaucoup d'expérience du championnat. Et cette saison, il a joué la Ligue des Champions où il a été extrêmement performant. D'ailleurs en Ligue 1, voilà, c'est quand même 8000 minutes, enfin quasiment 9000 minutes, 99 matchs, voilà. Il a été très performant, il a fait beaucoup d'arrêts. Il y a également des matchs qu'il a fait en Ligue 2 lorsqu'il avait été prêté dans un autre club, je ne me rappelle plus, enfin voilà, à Valenciennes. Donc voilà, il y a eu voilà, des matchs de Ligue des Champions où il a été très performant. Donc voilà, du côté de Lucas Chevalier, personnellement pas grand chose à dire. On sait que c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne, que c'est un gardien qui a un jeu au pied intéressant mais qui est encore perfectible. On sait que c'est un gardien qui a un peu de mal dans les sorties aériennes, mais par contre qui dans les sorties au sol est absolument monstrueux. Il n'a que 23 ans, donc on peut vraiment le développer du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est également quelqu'un de particulièrement agile. Donc ça peut être intéressant d'avoir un gardien qui n'a pas peur de sortir, qui est extrêmement agile, qui est peut-être un peu plus petit, mais qui du coup, voilà, en termes d'agilité, en termes de, voilà, d'explosivité sur les appuis, bah, ça reste intéressant. Et pour moi, on n'y perd pas vraiment au change par rapport à Donnarumma. Même si il y a quelques fois où il y a des petites sautes de concentration et surtout il y a des arrêts parfois très spectaculaires parce qu'il y a des erreurs à la base. Donc, à voir un petit peu. Personnellement, c'est une idée que j'aime beaucoup. Moi, je suis très fan de Lucas Chevalier, gardien français extrêmement performant, meilleur gardien du championnat, qui fait énormément d'arrêts, qui est un joueur qui est capable également de faire des clean sheets. Donc c'est intéressant quand on sait que du côté du Paris Saint-Germain, des fois on peut se faire trouer en transition. Bah voilà, c'est bien d'avoir un Lucas Chevalier quand même très solide sur les appuis. Maintenant, j'ai une seule question, c'est que Donnarumma, il a appris pendant très longtemps le métier de gardien au Paris Saint-Germain, qui n'est pas du tout le même métier que celui de gardien à Lille. Pour quelle raison ? Parce que gardien à Lille, il y a beaucoup plus d'arrêts à faire qu'au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, on fait 2 à 3 arrêts par match, hormis en Ligue des Champions où forcément il y en a un peu plus, mais vous m'avez compris. Alors qu'au LOSC, on en fait parfois 10 par match. Donc c'est assez différent. Lucas Chevalier n'aura pas forcément énormément d'arrêts à faire, mais le peu qu'il aura à faire, il faudra qu'il soit présent. Et c'est sur cette capacité-là qu'on a évidemment une interrogation, même si on parle quand même d'une équipe qui en Ligue 1 est assez dominante face surtout à des petites équipes.
Il a été performant dans ce genre de match. Mais par exemple en Ligue des Champions, c'est quand même un gardien qui a été habitué à entre guillemets souffrir. Puisque quand tu joues des équipes comme Liverpool, comme le Real Madrid, forcément il y a plus d'occasions en face. Il avait été performant face à ces grandes équipes. Maintenant, est-ce qu'il saura l'être avec le Paris Saint-Germain? Telle est la question. Mais au moins, en termes de championnat, il n'a pas cette question d'adaptation à un nouveau championnat. Il n'aura à s'adapter qu'à un nouveau club, mais surtout à un nouveau rôle. Parce que comme je l'ai dit, il faut être très performant dans la relance au pied. Il ne faut pas avoir peur du pressing adverse. Et faut également des qualités, voilà, comme j'ai dit, de relance importantes, des qualités pour sortir, pour faire des grosses sorties aériennes qui sont absolument évidentes. Puisqu'on sait que sur coup de pied arrêté, on n'est pas extrêmement performant défensivement du côté de notre charnière centrale, mais également du côté de nos latéraux. Donc il faut un gardien qui assure dans le domaine. Mais voilà, Lucas Chevalier pour moi est une bonne recrue, je vous l'ai dit. Il y a une marge de progression qui est assez évidente. Un joueur qui a des qualités également extrêmement évidentes, où il est très très bon sur les qualités qu'il a, mais sur les qualités entre guillemets un petit peu plus faibles, il est loin d'être mauvais, mais c'est juste que c'est perfectible et je pense surtout qu'on est sur potentiellement l'un des futurs, si ce n'est le futur meilleur gardien du monde. Pour moi, on parle de cette catégorie de crack. On passe maintenant au dossier Ilya Zabarny qui devrait enfin se résoudre. Le joueur évalué à 42 millions d'euros sur Transfermarkt devrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour une somme autour des 70 millions d'euros. En termes financiers, ce deal est une catastrophe nucléaire. Maintenant, Nasser Al-Khelaifi a décidé d'intervenir dans le dossier et c'est ça qui se passe quand Nasser intervient dans les dossiers. Luis Campos ne parvenait pas à trouver la solution pour le défenseur central ukrainien de 22 ans. Mais écoutez, Nasser a décidé de sortir le chéquier. De toute façon, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain avec sa campagne européenne, avec les ventes qu'on est en train de faire, avec les ventes de maillots qu'on a fait, eh ben on est blindé. On est blindé. Le PSG a énormément d'argent. On en a économisé beaucoup avec certains départs. On a également économisé l'été dernier parce que on peut dire tout ce qu'on veut. En vrai, par rapport à nos mercatos précédents, on n'a pas tant que ça dépensé. Donc je me dis que 70 millions sur une petite folie comme ça pour Zabarny, ça me semble pas idiot non plus. On est sur un défenseur qui est un véritable chat, qui est très agressif, qui est un joueur qui voilà, va vraiment chercher très haut parfois dans les duels, qui a cette qualité un petit peu d'essuie-glace que peut avoir Marquinhos, même si Marquinhos, je peux lui reprocher parfois son manque d'agressivité. Ilya Zabarny n'a pas le problème, c'est un joueur extrêmement agressif sur les attaquants, c'est un joueur qui physiquement est extrêmement costaud, c'est un joueur qui en termes de tacle glissé, en tacle debout est également très très bon, très dur sur l'homme. C'est un joueur qui a une qualité de relance assez certaine, surtout dans le jeu long, plus que dans le jeu court, même si dans le jeu court, c'est loin d'être mauvais. Et c'est peut-être son seul axe de progression pour moi pour créer sur du long terme une charnière titulaire intéressante avec Willian Pacho. Donc pour moi, on est quand même sur un joueur extrêmement intéressant. De toute façon, on est pour moi sur l'un des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue de la saison dernière. Une véritable révélation du côté de Bournemouth depuis 2 saisons. C'est peut-être un joueur qui a une moins bonne marge de progression que Dean Huijsen, mais qui est pour moi à l'instant T un joueur qui est quasiment aussi fort. Et je pense que bah voilà, il n'a que 22 ans, c'est un joueur qui a encore une certaine marge de progression et qui peut-être à côté de Pacho au Paris Saint-Germain ou alors même au Paris Saint-Germain pourrait passer un cap de la même manière que William Pacho. William Pacho, on rappelle qu'il venait de l'Eintracht Francfort, il a fait une saison intéressante, mais pour ceux qui n'avaient pas regardé Francfort la saison dernière, ce qui était un petit peu mon cas, j'avais regardé quelques matchs, j'avais trouvé le joueur intéressant, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui qu'il est devenu aujourd'hui. Et ben, ces indicateurs statistiques étaient parfois assez alarmants pour trouver le bon terme. Ilya Zabarny, pour le coup, on n'a pas ce problème. Ces indicateurs statistiques sont assez intéressants et on est sur un joueur qui a une qualité assez reconnue en Europe. Il avait d'ailleurs été ciblé par Chelsea, par également Tottenham. Donc on est sur un joueur qui est quand même assez référencé par les clubs de Première Ligue et qui est également référencé par le Paris Saint-Germain. La seule interrogation, c'était notamment avec Matvei Safonov, puisque Matvei Safonov est un joueur russe. Et donc, en tant que joueur ukrainien, Ilya Zabarny aurait pu se sentir mal à l'aise en présence de Matvei Safonov. Au final, apparemment, ce détail est réglé. Donc c'est très bien. Et le joueur ne veut que le Paris Saint-Germain, donc c'est très bien. Un joueur de très grande qualité qui veut absolument venir au Paris Saint-Germain et qui a des qualités qui sont très intéressantes. Également dans le duel aérien, je ne l'ai pas souligné, mais il est très bon dans ce domaine. Bah c'est intéressant.
pour nous. Donc il va nous apporter des choses différentes de Marquinhos. Pour moi, il pourrait être installé dans une charnière centrale avec Pacho, mais également une charnière centrale avec Marquinhos s'il y a des blessés. Donc je trouve ça très intéressant et apparemment ça devrait se boucler dans la semaine prochaine. On devrait avoir une officialisation puisque les deux clubs sont tombés d'accord. Pour ce qui est du prochain joueur, on va parler de Rodrigo Goes, qui est ciblé par Liverpool à l'instant T, mais qui avait été également lié au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est défini comme un ailier droit selon Transfermarkt, même si on sait que son véritable poste et que le poste auquel il performe le plus, c'est ailier gauche. Du côté de l'aile droite, on sait que c'est un joueur qui est très bon parfois, mais quand même assez irrégulier. C'est un joueur qui a aujourd'hui 24 ans, qui va sur ses 25 à la saison prochaine. Ailier droit gauche d'1m74, international brésilien avec 33 sélections et 7 buts. Il est évalué aujourd'hui à 90 millions d'euros et on parle quand même d'un double vainqueur de la Ligue des Champions ainsi qu'un vainqueur de la Liga, un vainqueur de l'ancienne Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, on parle quand même d'un joueur qui est très performant. Cette saison, il a quand même connu un coup d'arrêt. Cette saison, elle a été très compliquée pour lui, mais lorsqu'il est à son prime, on parle d'un joueur qui est extrêmement performant. Et donc je voulais vous montrer directement ses indicateurs statistiques. Déjà, c'est un joueur qui a des statistiques de finition assez intéressantes, même si elles sont carrément perfectibles. Mais encore une fois, lorsqu'il joue sur le côté droit, il est quand même beaucoup moins en vue. N'empêche que face à des ailiers ou des milieux offensifs, on voit qu'il est à 0,35 buts, 0,35 buts par 90 minutes, ce qui est plutôt correct, mais ce qui est perfectible et ce qui, je pense, du côté du Paris Saint-Germain pourrait être perfectible. Par contre, au niveau des non-penalty expected goals, on voit que c'est un joueur qui ne se crée pas tant d'occasions que ça, ou du moins ne se retrouve pas tant en occasion de but. On voit que c'est un joueur qui est quand même dans la passe, dans la construction, beaucoup plus intéressant. Au niveau des passes tentées, il est quand même à 50 par match, donc c'est très intéressant. Il est dans les 12% des meilleurs en Europe, mais encore une fois, dans une équipe de possession et non une équipe de transition, ce total, il pourrait encore augmenter. Donc on part quand même sur un joueur qui a ce profil vraiment créateur, ce profil qui va chercher plus bas pour essayer de remonter le ballon dans les 30 derniers mètres, voire dans la surface. Au niveau des passes complétées, on est quand même sur le joueur qui réussit, il fait partie des ailiers qui réussissent le plus de passes en Europe, mais surtout, il est dans les 2% des meilleurs en Europe. Donc en plus de ça, c'est un joueur qui tente beaucoup de passes, mais qui est en plus de ça très précis dans l'exercice. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau des passes progressives, il n'en donne pas énormément, en tout cas par rapport à d'autres ailiers de ce profil, mais il est quand même à quasiment 5 par match. Donc c'est très intéressant. Et encore une fois, du côté du Paris Saint-Germain, avec des ailiers très rapides comme Bradley Barcola, Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé qui certes joue au poste d'avant-centre mais qui peut prendre la profondeur, ça pourrait être intéressant d'exploiter cette qualité. Au niveau des courses progressives, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui va prendre le ballon bas pour le monter. Il est donc dans les 14% des meilleurs en Europe avec 5 courses progressives par match. Dans les dribbles réussis, il est à 2 par match, donc c'est plutôt intéressant. À son prime, on parle d'un joueur qui pour moi peut en réussir 4 à 5 par match, surtout dans la saison dernière, la saison précédente, où il avait été excellent avec le Real Madrid et où pour moi on est quand même sur du 4 dribbles par match réussis, voire 5. Dans les touches, dans la surface de réparation, il est à quasiment 6. Et dans les passes progressives reçues, il est à 12. Enfin, à 11,3, mais grosso modo 12. Donc c'est un joueur qui, en plus de ça, peut prendre la profondeur, qui est un excellent dribbleur, qui se retrouve souvent dans la surface de réparation, qui est capable de porter le ballon, de le remonter sur le terrain grâce à ses courses et grâce à ses dribbles, et grâce à sa vitesse également. Et on est sur un joueur qui est capable de prendre la profondeur, je crois que je l'ai déjà dit, mais qui est capable également de la donner. Donc en termes de créativité, de création, on est quand même sur un joueur de très très haut niveau. Et sur les apports défensifs, alors vous allez me dire que ces indicateurs ne sont pas forcément ultra élevés. C'est sûr que face à Kvaratskhelia, il y a du boulot. Mais bon, au Real Madrid, il n'a pas énormément joué cette saison. Et surtout, on est dans une saison du Real Madrid où Ancelotti a littéralement dit « le pressing, moi, connais pas ». Donc, ces indicateurs, évidemment, sont amenés à évoluer. C'est un joueur qui est capable de faire énormément d'efforts défensifs. Maintenant, vous avez vu que j'ai fait un petit peu l'impasse sur ces statistiques. Forcément, tout ce qui est tir totaux, assist, but, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, c'est un petit peu compliqué. Puisque je rappelle que FBref ne parle que des 365 derniers jours. Donc, la saison d'avant du Real Madrid, la saison 2024, enfin 2023-2024, où ils prennent la Ligue des Champions, elle ne rentre pas en compte. Mais
Si on avait pris en compte cette saison-là, on serait quand même sur des indicateurs qui seraient encore plus hauts. Donc voilà un petit peu, n'empêche que c'est quand même un joueur qui, voilà, comme je l'ai dit, se retrouve pas mal de fois dans la surface de réparation. Donc peut-être qu'il pourrait augmenter ses indicateurs dans un club où on lui fait plus confiance. Pour moi, ce serait une recrue intéressante du côté du Paris Saint-Germain. Mais on y reviendra dans la partie où je vous montrerai la planche tactique. Parce que j'ai quand même des doutes sur le profil notamment. Est-ce que c'est vraiment le profil qu'on veut au Paris Saint-Germain? Et on va passer maintenant à un joueur qui, cette fois-ci, n'a pas vraiment été lié au Paris Saint-Germain au niveau des rumeurs. Même si évidemment il y a eu des petites rumeurs, mais ce n'est pas des infos ultra importantes. Alexander Isak, lui, a annoncé qu'il voulait quitter Newcastle. Ce que je trouve dommage. Alors, plus pour Newcastle que pour lui, parce que Newcastle, c'est un très beau projet. C'est un projet là où on parle d'une équipe qui rejoue la Ligue des Champions la saison prochaine. On parle d'un joueur extrêmement performant qui est un international suédois avec 52 sélections, 16 buts, qui a 25 ans mais qui va sur ses 26 au 21 septembre, né à Solna, donc en Suède, 1m92, avant-centre. On parle d'un joueur qui est ultra performant. Moi j'ai envie un peu de vous montrer ses statistiques déjà en Première Ligue. Alors en Liga, il a plus de matchs qu'en Première Ligue, mais il a moins de buts et moins de passes décisives. Par contre, il a plus de temps de jeu en Première Ligue et regardez un petit peu ses statistiques. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'il est là-bas. 86 matchs, 54 buts, 10 passes décisives. C'est des statistiques monstrueuses. En Europa League, bon, 17 matchs, 3 buts. En Eredivisie également, il avait joué durant sa carrière. Il avait été très bon. En Champions League, 6 matchs, 1 but. C'est un joueur qui a joué beaucoup de compétitions. Alors, il a joué à l'AEK, donc ça c'est un joueur, c'est un club de Suède. Il a joué au Borussia Dortmund où il avait fait ses classes un petit peu à l'académie, où c'était un attaquant qui était assez prometteur, mais dont la valeur marchande avait un petit peu baissé parce qu'il ne jouait pas beaucoup, qui avait été prêté à Willem II, ou vendu à Willem II à ses 19 ans, et où sa valeur marchande était remontée à 8 millions d'euros après une saison intéressante. Ensuite, il a été acheté par la Real Sociedad, et à la Real Sociedad, il a fait ses classes en montrant qu'il était un joueur de grande qualité, étant évalué jusqu'à 40 millions d'euros à ses 22 ans. Il avait connu un petit coup de moins bien avec notamment une blessure du côté de la Real Sociedad, et Newcastle, donc ça fait bel et bien 3 ans qu'il est là-bas, avait décidé d'investir sur le joueur durant l'été de 2022. Donc il était évalué à 50 millions d'euros, et depuis, sa carrière est sur la pente ascendante, avec notamment une pointe aujourd'hui à 120 millions d'euros. On parle d'un des joueurs les plus excitants du mercato, un des meilleurs avant-centres du monde, tout simplement. On parle d'un joueur absolument monstrueux du côté de Newcastle depuis maintenant plusieurs saisons. Donc là, c'est les résultats totaux. Je vais vous montrer notamment sa saison dernière que je trouve ultra impressionnante en termes statistiques. Donc excusez-moi, mon PC a quelques petits ralentissements à cause de ma connexion. Mais voilà, en Première Ligue, 34 matchs, 23 buts, 6 passes décisives. C'est énorme en 2700 minutes. Ce qui n'est pas tant, puisqu'on sait que voilà, il y a eu des petits coups de moins bien du côté de Newcastle plus que du côté d'Alex Isak. Mais en 2700 minutes, 23 buts, 6 passes décisives, c'est un énorme ratio. En EFL Cup, 6 matchs, 3 buts. Et en FA Cup, 2 matchs, 1 but. Donc ça, c'est très très bien. Il a joué avançant toute la saison, mais on sait qu'il peut jouer notamment sur les côtés. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ces indicateurs statistiques. D'ailleurs, intéressant, on voit que c'est quand même un joueur qui a un salaire assez conséquent, avec un contrat qui termine en juin 2028. Mais je pense que le PSG pourrait s'aligner sur les prétentions salariales. On sait que le PSG dépense beaucoup d'argent, est capable de s'aligner sur des salaires, de proposer des gros salaires. Maintenant, j'ai une question. C'est que comme pour Rodrigo, comme pour Alexander Isak, on sait que le PSG est beaucoup plus réticent à mettre des énormes sommes, que ce soit sur des prix de transfert, mais également sur des salaires. Et là, on parlerait d'un Alex Isak qui a prouvé en Première Ligue, a montré que c'était l'un des attaquants, si ce n'est l'avant-centre le plus performant du monde actuellement. Évidemment, Gyökeres, Haaland font partie de cette discussion, mais j'ai oublié quelques-uns, mais vous m'avez compris. Mais Alexander Isak a un statut en Europe qui est assez important. Maintenant au Paris Saint-Germain, il n'a pas ce statut, donc à voir combien il pourrait être payé du côté du Paris Saint-Germain. Même si je vous avoue par exemple que pour lui donner le plus gros salaire du club, qui est actuellement celui de Ousmane Dembélé, je suis assez réticent. Mais du coup, Alex Isak, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est monstrueux. C'est monstrueux, 0,62 buts par 90 minutes. Et quand on peut se dire que ça peut être en plus de ça amélioré, parce que ok, Newcastle c'est une très bonne équipe,
Mais dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, où il sera littéralement abreuvé de ballons, bah, ce sera monstrueux. Surtout qu'il y a énormément d'occasions qu'il se crée déjà lui-même. Et lorsque sur le côté, il avait notamment un Anthony Gordon qui a connu une saison plus compliquée, bah là, avec un Désiré Doué, un Kvaratskhelia, un Barcola ou encore un Ousmane Dembélé qui pourrait retrouver son poste sur le côté, il pourrait être absolument monstrueux, avec également un Vitinha qui pourrait lui donner des très bons ballons. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ça pourrait être une option intéressante également sur coup de pied arrêté. C'est un très bon tireur de penalty. Donc c'est un joueur qui dans les non-penalty expected goals est plutôt intéressant, dans les 15% des meilleurs en Europe. Encore une fois, c'est perfectible. C'est un joueur qui pourrait avoir encore plus d'occasions du côté du Paris Saint-Germain. Dans les tirs totaux, il ne tire pas énormément. Comme j'ai dit, à Newcastle, c'est une très bonne équipe, mais on ne parle pas forcément d'une équipe de premier plan, ou du moins d'une équipe qui est un concurrent direct à la Première Ligue dans le championnat. Mais voilà, on parle quand même d'un joueur qui est capable de tirer beaucoup de fois par match, mais surtout, avec seulement 3 tirs, est capable de se montrer efficace. Au niveau des assists, il est plutôt performant, mais ça pourrait être encore mieux. Même si, on y reviendra, il faut dire qu'il donne parfois des caviars qui sont carrément vendangés par ses coéquipiers. Dans les expected assisted goals, il est plutôt bon également. Quand on combine les expected goals et les expected assists, il est bon également. Et dans les actions menant à un tir, il est à 3 par match. Encore une fois, c'est perfectible pour beaucoup de statistiques présentes ici. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ces stats-là. Parce que dans les passes tentées, il n'en a pas énormément. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on lui demande à Newcastle. Même s'il décroche beaucoup. Du côté du Paris Saint-Germain, dans une équipe de possession et non une équipe de transition. Parce que globalement, Newcastle, c'est beaucoup de la transition. Du côté du Paris Saint-Germain, il sera dans une équipe de possession où son décrochage pourra être très utile pour créer du jeu. Évidemment, il donnera beaucoup plus de ballons. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout sur un profil à la Gonzalo Ramos, puisque c'est un joueur qui décroche beaucoup, qui va également se déporter sur les côtés, est un joueur qui vraiment a une activité offensive qui est assez dingue, a une énorme palette et qui a une zone d'action assez grande. Dans les passes complétées, il est plutôt performant. Dans les passes progressives données, il est à quasiment 3 par match. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est capable de donner de très bons ballons. Un petit peu à la Hugo Ekitike, on en avait parlé lorsqu'il avait signé à Liverpool. Mais c'est un joueur qui peut décrocher, donner des bons ballons. Mais c'est également un joueur qui est capable de centrer. Et oui, comme je vous l'ai dit, il est capable d'aller sur les côtés pour essayer de trouver des solutions intéressantes, que ce soit via des centres en retrait ou via des centres pour trouver des joueurs. Et quand on sait qu'Ousmane Dembélé a un jeu de tête assez intéressant pour ce qui est de nos attaquants, c'est pas négligeable. Pour ce qui est des progressives carries, bon là, évidemment, on parle d'un joueur absolument élite dans le domaine. C'est un joueur qui est capable de faire quasiment 3 courses par match avec le ballon alors qu'il est avant-centre. De courir comme ça avec le ballon, pas forcément le demander, mais courir avec et percer des défenses grâce à sa vitesse, grâce à sa qualité physique, mais également technique, parce qu'on est sur un joueur, un des attaquants, un des avant-centres qui dribble le plus dans le monde. Il est à 1,37 dribbles par match, ça pourrait être encore une fois amélioré. C'est énorme. Et il est à 6,17 touches dans la surface de réparation. Ça peut être encore une fois amélioré. Ainsi que les passes progressives reçues, où il est à 7 par match. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait énormément d'appels dans la profondeur. Son activité défensive est encore à travailler. Mais bon, à Newcastle, il y a énormément de joueurs qui bossent pour lui. Et on parle à Newcastle, le joueur est comme étant le franchise player. Donc c'est un joueur qui est un petit peu exonéré d'efforts défensifs. Mais j'ai pour moi un seul problème avec ce transfert. Alors personnellement, s'il vient au Paris Saint-Germain, je suis en slip et j'achète le maillot. Voilà, je vous le dis tout de suite. Maintenant, à Newcastle, comme je vous l'ai dit, on parle d'une équipe de transition. Une équipe qui en contre fait extrêmement mal et surtout qui joue pas du tout comme cette équipe du Paris Saint-Germain. Au PSG, en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, il y aura pas tant que ça de profondeur à exploiter. Alors le PSG est parfaitement capable d'exploiter la profondeur, mais globalement c'est une équipe qui évolue très haut sur le terrain. Et j'ai un petit peu peur que dans ce cas précis, il perde son influence. En première ligue, il a été capable de briller dans ce genre de contexte. Il a fait des bons matchs comme ça, mais est-ce qu'il saura vraiment s'intégrer au système de Luis Enrique, qui est très complexe? Telle est la question. Sauf que moi, personnellement, je le propose et qu'il n'est absolument pas ciblé par le Paris Saint-Germain. Du coup, on va revenir un petit peu sur cet effectif. Donnarumma, normalement, il doit partir. Donc, je le mets de côté. Et du coup, le titulaire, ce serait Chevalier. Tenas également, pour moi, il devrait partir. Moi, je les considère comme 2 joueurs qui devraient s'en aller du club. Et du coup, on aurait Chevalier titulaire.
en concurrence en premier temps avec Safonov pour moi, quand même si je le considère comme un gardien remplaçant. Et Renato Marin, c'est le troisième gardien. On l'a pris pour compléter le roster, c'est très bien. Sur la défense, Lucas Hernandez, je ne le considère pas comme un joueur qui part. Pour moi, les joueurs qui partent, c'est ceux qui sont marqués en rouge clair. Donc Skriniar, Mukiele, Sanchez, Soler, Colomuani. Alors, Asensio, vous m'excuserez, je l'ai totalement oublié, mais il fait partie de ces joueurs. Et Lee Kangin, il fait partie de la liste des départs. Donc, des joueurs qui sont revenus de près. Lee Kangin n'en fait pas partie, mais il fait partie pour moi de ceux qui sont sur la liste des départs. Ça fait un moment que c'est le cas. Mais Kimpembe, il pourrait faire partie de cette liste étendue, ainsi que Lucas Hernandez, ainsi même que Lucas Beraldo. Mais pour moi, si tu gardes Beraldo et Hernandez, ce qui est totalement faisable, prendre Zabarni en plus, c'est intéressant. Je tiens à préciser qu'il nous faut toujours un arrière-droit remplaçant, ça je suis toujours sur l'idée. Et surtout, si tu vends Lucas Hernandez, il faut un joueur qui serait capable de jouer des deux côtés, ou alors tu prends les deux. Voilà. Au milieu de terrain, j'attends toujours un numéro 6. Ce numéro 6, ça pourrait être Jachari, Carlos Baleba, Casado, Paqueta, ça a parlé de Paqueta récemment. Alors, Paqueta, c'est pas un 6, hein, c'est un joueur qui évolue plus haut, mais n'empêche que ça, on a parlé au milieu de terrain. Pour moi, il nous faut un joueur d'un profil totalement différent à Vitinha qui pourrait le faire souffler. Mais pour le moment, ton milieu de terrain, c'est ça, avec WZ2, avec Mayulu, mais sinon avec nos 3 titulaires. Warren Zaïre-Emery, j'espère qu'il se relancera bien la saison prochaine. Et Mayulu, je pense qu'il devrait gagner en importance au vu de ses qualités et au vu de ce qu'il a montré durant la saison. Mais du coup, ça, c'est notre milieu titulaire. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des défenseurs, mais évidemment, Beraldo, ça va sur le banc. Ce n'est pas un joueur qui a une qualité suffisante pour le moment, ainsi que Lucas Hernandez. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Kimpembe, je le compte comme un joueur pouvant être en partance, mais au vu de ses problèmes de blessure, ça va être compliqué. Zabarni devrait arriver, donc je le mets là. Pour moi, il serait dans une concurrence avec Marquinhos directement. Et pour ce qui est de nos attaquants, évidemment Gvara Barcola, il y aura toujours de la concurrence, mais également avec Désiré Doué, ça, il n'y a pas de souci. Mbaye, pour moi, va rentrer dans la rotation, jouera peut-être un peu plus cette saison, mais voilà. Et on a toujours Gonzalo Ramos, qui est pour moi un remplaçant, toujours dans ce poste de numéro 9. Et surtout, on sait très bien qu'il n'est pas Luis Enrique compatible, donc on verra un petit peu ce qui va se passer pour lui. Mais pour moi, ça pourrait être un dossier un peu à la Kimpembe, à la Hernandez, par exemple, ou à la Beraldo, qui pourrait aller vers un départ cet été. Et du coup, je vais positionner mes deux gars que j'aimerais bien qu'ils signent au PSG. Alors maintenant, Rodrigo, je tiens à préciser que Rodrigo, c'est un ailier gauche. Il ne vient pas au PSG pour jouer ailier droit. Je le dis tout de suite maintenant. Isaac, il va jouer avant-centre, donc ça veut dire que Dembélé doit se déporter sur le côté droit. Et pour moi, c'est Rodrigo ou Isaac. Parce que c'est des transferts extrêmement chers. Et surtout, en fait, ce n'est pas le même poste, ok, ce n'est pas le même rôle, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce sont des joueurs qui ont des qualités relativement différentes, mais pour moi, si tu en prends un, ça complète ton roster d'attaquants en fait. Surtout que Dembélé, c'est un avant-centre, mais si tu le mets sur le côté droit, tu l'as ton ailier droit gaucher. Alors, il dit qu'il est droitier, mais il dit également qu'il est gaucher, tu as un ambidex, donc pour moi, ça revient au même. Mais du coup, si tu prends Isaac, tu prends pas Rodrigo. Par contre, si tu prends Rodrigo, c'est pas que tu prends pas Isaac, mais c'est qu'en fait, son poste d'attaquant, tu es obligé de garder Ramos. Donc en fait, si je devais choisir entre l'un des deux, je prends Isaac. Voilà, que ce soit bien clair. Et surtout, Isaac, c'est un joueur que je trouve extrêmement intéressant. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, il n'y a aucune rumeur pour Isaac. Il y a des rumeurs pour Rodrigo, mais j'y crois assez peu. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je les remets sur le côté. Mais du coup, voilà à quoi devrait ressembler notre équipe l'année prochaine, avec Barcola et Doué qui seraient en concurrence, Zabarni et Marquinhos qui seraient en concurrence, Donnarumma qui s'en irait. Ça me déchirait un peu le cœur, mais avec l'arrivée de Lucas Chevalier qui me plairait énormément. Alors excusez-moi, j'ai très mal fait, très mal montré, mais du coup voilà, un petit peu l'équipe. Avec voilà, du coup Isaac qui pourrait jouer avant-centre, Rodrigo également qui pourrait jouer sur le côté gauche, mais du coup avec un Barcola qui aurait peut-être un peu moins de temps de jeu et qui du coup pourrait ne pas être content et peut-être quitter le club. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà ce que ça pourrait donner. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.